bonsoir et bienvenue à cette émission Info de la soirée de ce mercredi 18 mars 2026 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers de savoir que vous êtes là pour suivre ce magazine. Alors pour ce jour, nous allons parler, réfléchir autour justement de cette thématique, voire même ces sujets qui est parfois moins connu du public et surtout à Kinshasa, mais aussi pourquoi pas en République démocratique du Congo. Nous parlons aujourd'hui de la spoliation des espaces verts à Kinshasa. Quelles sont les causes et aussi quelles sont également les solutions qui doivent être mises en place. Question pour la ville et surtout et ses habitants de pouvoir trouver des solutions adéquates. Alors pour en parler, nous recevons pour vous, fidèles téléspectateurs, messieurs Joël Bohoto, qui est coordonnateur des Leads RDC, une structure qui milite et qui lutte en même temps pour la formation des jeunes dans justement l'environnement, l'économie circulaire, mais aussi savoir comment gérer les espaces verts à Kinshasa. C'est avec lui que nous allons essayer de réfléchir. Messieurs Joël Bohoto, bonsoir et bonsoir. Bienvenue chez nous en tout cas. Merci, de la République. Une première pour vous. Merci d'être là. Exact. Alors comment vous sentez déjà? Oui, ça va. Le cadre est tellement formidable. Je me sens chez moi, je vais dire. Alors Merci. vous êtes coordonnateur national Exactement. Ici, de Leads RDC d'emblée ou soit d'entrée de jeu. C'est quoi Leads RDC? Merci pour la parole. Leads RDC, c'est Leadership pour l'environnement et le développement durable. C'est une structure environnementale qui est basée dans l'économie circulaire, le développement durable et aussi qui milite, comme vous avez dit tantôt, sur la protection intégrale de l'environnement. Donc Leads n'est pas seulement ici en RDC, mais c'est partout au monde. D'ailleurs, Leads Afrique francophone, le siège c'est au niveau du Sénégal. Donc ici en RDC, c'est juste comme une cellule de base. Voilà. Et comment ça vous fait quoi, en fait, étant jeune que vous êtes, surtout, d'être là pour militer, voire même lutter pour l'écosystème, mais aussi l'environnement vert ou l'environnement que nous vivons chaque jour. Étant jeune que vous êtes et coordonnateur de cette structure, comment ça vous fait justement? Bon, en fait, c'est vraiment quelque chose interne parce que aujourd'hui, nous voyons plus la jeunesse s'orienter dans la politique, dans la comédie, la musique. Moins de jeunes sont conscients des dangers environnementaux que nous avons dans notre pays, plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Alors, c'est ce que nous sommes allés faire à l'université, bien que j'ai fait l'aménagement du territoire. Mais en regardant notre milieu de vie, ça nous a poussé d'orienter plus nos forces et nos énergies dans la protection de la nature. Parce que si l'environnement, le cadre de vie n'est pas idéal, même la santé ne sera pas bonne. Donc voilà, on a juste voulu faire un peu la différence au lieu de faire la comédie ou la politique active ou faire la musique. Nous avons voulu défendre la nature. Donc vous avez choisi de défendre comme il faut la nature. Alors vous avez parlé notamment de vos priorités dans la structure Leads qui milite et qui lutte en même temps pour la préservation de l'écosystème, l'environnement, mais aussi vous avez parlé de l'économie circulaire. C'est quoi en fait l'économie circulaire? Ah ok. Une économie circulaire, c'est un modèle d'économie qui met l'accent sur le recyclage. Bon, c'est un modèle d'économie qui milite contre le gaspillage en favorisant le recyclage, la réutilisation et la révalorisation des ressources. Parce qu'avec l'économie circulaire, vous mettez moins de pression dans les ressources. Et ce que vous avez extrait ou ce que vous avez tiré dans la nature, vous allez utiliser, réutiliser plusieurs fois avant que cette matière puisse être dans sa vie finale. Contrairement à ce qui est comme l'économie linéaire où vous extrayez la matière, vous utilisez, vous jetez. Donc nous avons beaucoup plus mis l'accent sur une économie qui tient compte de gaspillage. Au lieu qu'on puisse gaspiller les ressources, parce que imaginez, vous avez 10 bouteilles d'eau ou vous prenez toutes les bouteilles à la fois. Je pense que vous aurez encore envie d'aller chercher ailleurs. Donc, avec l'économie circulaire, c'est vous avez ces bouteilles d'eau, comment d'abord utiliser rationnellement et comment remédier. Donc, dans ce que vous avez produit, comment réutiliser.
Vous avez les bouteilles, vous avez pris de l'eau, comment utiliser maintenant cette bouteille pour un autre usage. C'est ça, en fait, l'économie circulaire que nous sommes en train de faire, voire même la formation que nous organisons. Je pense que vous allez arriver. Voilà. Mais justement, vous avez parlé de comment utiliser ce que nous produisons actuellement à Kinshasa. Surtout les Quinois n'ont pas cette culture, en réalité, de pouvoir utiliser pour une seconde fois et surtout à bon escient, justement, ce qu'ils ont eu à utiliser. Comment voyez-vous l'attitude, soit les attitudes des Quinois vis-à-vis de ce qu'ils utilisent déjà plutôt comme déchets? Bon, déjà, ça pose déjà un problème. Je pense que c'est notre rôle comme acteur dans l'écologie où on doit continuer à sensibiliser. L'usage des ressources dans la ville de Kinshasa demeure un usage linéaire où on prend la matière, on utilise, on jette, sans se rendre compte du danger que nous produisons dans notre milieu de vie. Et aujourd'hui, par exemple, si la ville elle est tellement inondée sale plusieurs fois, c'est à cause justement de la mal-utilisation de l'économie, soit de déchets, par l'économie qui est linéaire. Oui, exactement. Parce que le gouvernement, je vais dire le gouvernement provincial ou notre propre conscience ne nous rappelle pas que en utilisant l'économie linéaire, d'abord nous mettons la pression sur les ressources, nous produisons plus de déchets qu'on ne parvient pas à recycler, qu'on ne parvient pas à réutiliser. Or, la ville, comme la ville de Kinshasa, devait normalement mettre l'accent sur l'économie circulaire. Si nous mettions l'accent sur l'économie circulaire, nous aurons moins de pression sur les ressources, moins de déchets dans notre milieu de vie et aussi une source d'économie. Tout ce que vous avez produit comme déchets, vous allez réutiliser. Donc, en réutilisant, vous produisez encore une source de revenus pour certaines personnes plutôt. Donc, c'est les problèmes que nous avons actuellement dans la ville de Kinshasa. Je pense que peut-être avec le temps, avec des sensibilisations que nous sommes en train de faire, la ville pourrait changer de pragmatique en regardant plus sur les côtés circulaires que les côtés linéaires. Et aujourd'hui, si nous regardons par exemple la capitale, on peut se dire que actuellement, il y a par exemple ce fameux projet de Kinshasa Ezobonga. À l'époque, il y avait Kintoko, il y avait également le fameux projet du gouverneur Gentini Ngobila. Mais nous partons de projet en projet, mais nous remarquons en termes d'environnement, l'environnement quinois, c'est déplorable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait passer par des sensibilisations ou il faudrait passer également par le fait de recycler d'abord ce que nous produisons? Bon, le projet dans la ville, pas mal, on a eu pas mal de projets. Avec Ngobila, c'était Kinshasa Bopeto. Et avec l'actuel gouverneur, excusez, c'est Kin Ezobonga. Bon, ce que nous remarquons peut-être la mauvaise communication. Parce que c'est la population qui est responsable. C'est la population qui produit, c'est la population qui subit. Maintenant, s'il faut organiser ce type de projet, moi je pense que la population devait être consultée d'abord. Consulter une population quinoise qui... Mais certainement, c'est cette population qui est victime. Mais c'est elle qui produit justement ces déchets. Elle est victime par une mauvaise politique et elle doit être associée parce que, imaginez, c'est vous qui produisez. S'il faut changer, on doit passer par vous. On ne peut pas vous imposer un changement. Le changement, c'est d'abord la volonté de vouloir changer. Aujourd'hui, vous avez Kini Ezobonga avec des brigades, de gens qui ne sont peut-être pas formés. Ah, là, vous taxez directement. Non, j'ai dit peut-être pas formés. De ne pas être formé parce que vous vous formez comme il se doit, les jeunes sur l'environnement. Oui, bon, attendez. Imaginez, vous avez une personne où on donne juste un gilet. Allez-y, vous êtes aligné, vous êtes chargé pour l'assainissement. Mais la personne ne demande même pas la question. Si vous allez, par exemple, arrêter une personne qui a une poubelle et qui cherche à jeter, sans pour autant proposer à la personne que désormais, vous allez commencer à mener vos immondices ici et ne plus le mettre ici. Mais vous allez brutaliser la personne parce que la personne a voulu jeter. Mais est-ce que la ville a d'abord des poubelles publiques? C'est ce que nous parlons. C'est ce que nous parlons. Il y a d'abord une mauvaise politique, une mauvaise communication en fait. Il y a une mauvaise communication et aussi la planification de ces projets. Je ne vois pas comment réussir
Kinezobonga sans pourtant qu'il y ait des poubelles publiques d'abord. Mais récemment, il y a eu des poubelles. Dans quelle commune? Dans la commune de la Gombe, par exemple. Nous avions vu des poubelles. Il y a même des sensibilisations qui ont été faites justement pour donner de la tonus, ou soit du tonus à cette vulgarisation, par exemple. Non, la poubelle dans la commune de Gombe, là je ne suis pas informé. Peut-être des Non, c'est sites... moi qui vous informe, peut-être vous n'êtes pas informé. Non, mais attendez, la poubelle dans la commune de Gombe, ça prend en charge combien de ménages? Là vous parlez de la ville de Kinshasa en particulier ou uniquement la commune de la Gombe? Parce que nous avons des sites où on peut aller déposer. Maintenant, après avoir déposé... Où sont ces sites, par exemple? Vous connaissez? Exactement, c'est que vous avez parlé de la Gombe. Ce n'est pas une poubelle. Ce que vous venez de parler, par exemple, de la Gombe, ce n'est pas une poubelle. C'est juste un site où vous devez aller déposer et ça sera évacué pour amener dans le centre de traitement. La question peut-être qu'il fallait se poser, est-ce que nous avons des centres de traitement aujourd'hui dans la ville de Kinshasa? C'est ça, c'est pas. On en avait là-bas, en passe. Là, avec le programme de l'Union européenne, avec l'appui de l'Union européenne, on voyait ici au niveau de la mosquée, je crois vers Kitambo, où il y avait des centres, des sites. Et ça s'évacuait peut-être chaque jour, amené au niveau des passes. Et aujourd'hui, ce projet est ça n'existe plus. Il n'y a plus de financement. Il n'y a plus de financement parce que les gens qui ont géré d'abord. Par exemple, par absence de sérieux que les Européens aussi sont... Oui, la sériosité aussi. La sériosité aussi. Parce que le projet d'assainissement, ce n'est pas pour le responsable, ce n'est pas pour les autorités, c'est pour la population urbaine. On veut assainir la ville. Or, la ville est sale à partir de ménages. Mais non, il faut d'abord se poser la question. Pendant ce projet, Kinezobonga, Kitoko, quel est le rôle du chef de quartier, le chef de riz? Parce que les déchets commencent au niveau de ménage. Or, celui qui est le responsable de ménage, c'est le chef de riz. Le riz, ça prend le quartier ça prend la commune, ça prend maintenant la ville. Exactement. Alors, est-ce qu'on associe le chef de quartier? Est-ce qu'on associe le chef de riz? Est-ce qu'on associe directement le bourgmestre? Parce que je ne pense pas qu'il y ait un bourgmestre qui va aller dans une commune, il va circuler dans toutes les avenues. Mais si vous avez votre répertoire de chef de quartier, de chef de riz, c'est très facile de voir dans telle avenue. Avions-nous combien de ménages? Et ce ménage produisait combien de tonnes de déchets peut-être par jour? Là, ce que vous dites, c'est peut-être par théorie, en fait. Parce que dans l'aspect pratique, est-ce que d'abord nos bourgmestres savent ce que vous êtes en train de dire là? Mais voilà pourquoi ça ne tient pas. Parce que ce que je dis, ce n'est pas en termes théoriques. C'est ce qui devait se faire. Or, on ne peut pas briser les étapes. On ne peut pas passer de A directement à Z. Il faut aller step by step. Comment vous allez vouloir assainir la ville pendant que les chefs de riz ne sont pas associés? Peut-être vous parlez du fait que les chefs de riz ne sont pas associés, mais aujourd'hui on parle en même temps des conseillers communaux. Ils font quoi ces gens-là? C'est quoi là d'abord leur rôle? Non mais ils sont des élus du peuple, partant du pouvoir décentralisé. Vous voulez encore attaquer les conseillers communaux? Non, le fait qu'on dit déjà des conseillers communaux, je pense qu'ils prennent le temps au niveau de la municipalité. Est-ce que ces gens-là ont du rôle dans le bureau de quartier? Est-ce qu'ils ont du rôle? D'ailleurs, aujourd'hui, hormis avoir un bureau de quartier, est-ce que nous avons le bureau des riz dans chaque riz? Est-ce que nous avons un poste où le ménage se rend directement pour donner les rapports au niveau du bureau? Peut-être que nous avons même des avenues où on ne met tous même pas les chefs de riz. Comment allez-vous changer? La faiblesse revient à qui? Comment allons-nous changer la ville aussi longtemps qu'on a décentralisé le pouvoir? Vous décentralisez le pouvoir, mais vous ne léguez pas le pouvoir. Mais à qui j'étais justement cette faute dont vous êtes en train d'énumérer tout à l'heure? Mais ce que nous parlons là, ça se trouve dans les documents. C'est juste l'applicabilité. Dans la structuration étatique, les chefs de riz sont reconnus. Mais est-ce qu'on les lègue le pouvoir? C'est ça le problème. Comment voulez-vous voir que dans une avenue, dès qu'il y a une tête d'érosion qui se présente, on décrit directement au niveau de l'hôtel de ville? Mais c'est quoi le rôle du chef de riz? C'est quoi le rôle du chef du quartier? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La ville de Kinshasa ne pourrait jamais être assainie si la décentralisation du pouvoir n'est pas jusqu'à sa dernière échelle. Si le chef de quartier, le chef de riz ne sont pas associés
ils ne partagent pas de problème avec le ménage, parce que c'est le chef ouvrier qui maîtrise le nombre de ménages. Il peut quantifier même le nombre de tonnes de ménage, de déchets plutôt, produits par chaque ménage par jour. Là, on doit trouver une proposition. Sinon, ça sera dans le fléau. On va commencer à aller vous allez dans telle partie de la ville, vous assainissez, vous allez dans la partie nord, vous assainissez, vous allez dans la partie sud, et il n'y aura pas d'impact significatif, comme nous voyons actuellement. Pensez-vous, le projet Kinezo Bonga, ça fait déjà combien d'années? Ça fait déjà combien de mois? Parlons un peu de ce projet. Combien sur 10 vous donnerez justement à ces fameux projets? C'est un projet en tout cas faramineux, en tout cas. Kinshasa et Zobonga. En termes d'environnement surtout. Je pense le fait qu'on a utilisé Kinshasa et Zobonga, ils ont plus besoin du temps. Donc, essayons de voir dans le temps qu'ils ont eu à prévoir. Sinon, au présent, on peut coter moins zéro. Moins zéro. Vous cotez le projet. Allez-vous dire. C'est un projet, je vous rappelle, c'est un projet. C'est un programme. C'est un programme. Programme du gouvernement. C'est un programme. Mais allez-vous dire au gouverneur que les habitants de Séléma sont contents du programme Kinezo Bonga? Ou les gens qui sont au niveau de pompage, vous allez leur dire, ok, le programme Kinezo Bonga, nous sommes contents. Si vous allez au niveau de la rivière Kalam, allez-vous dire à ces gens-là, le riverain là, que nous sommes contents de voir le programme Kinezo Bonga? Je ne vois pas. Ça fait, c'est les cas comme Kinshasa, Kinibopeto, où les travaux se sont concentrés dans la commune de la Gombe. Dans la commune de la Gombe, juste à son déclin. Je ne sais pas si nous qui ne sommes pas dans la commune de la Gombe, nous bénéficions aussi de l'assainissement venant de ces deux programmes. Donc, je ne vois rien parce que la politique utilisée ou appliquée ne répond pas aux normes et ne pourrait jamais changer de donne. C'est ça. En parlant un peu de politique, quelle politique faudrait-il mettre en place? Alors, s'il faudrait peut-être améliorer comme il faut l'environnement dans la ville-province de Kinshasa, est-ce qu'il faudrait commencer à aller de projet en projet ou il faudrait sensibiliser? Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Bon, aujourd'hui, regardez comment les leaders politiques sont en train de bousculer. Pourquoi vous attaquez les leaders politiques? Non, je n'attaque pas. Mais on vous entend parler. Non, je parle de la politique active. Il parle aujourd'hui des changements de la Constitution. Il cherche maintenant des dialogues. Mais si on initie le dialogue uniquement pour l'assainissement de la ville. Est-ce que ça sera possible? Imaginez. Vous pensez que ça sera possible? Une concertation pour l'assainissement de la ville. Je pense que récemment, il y a eu le temps d'urgence sanitaire de la ville. Et ça aboutit à quoi en fait? Rien. Pourquoi ne pas initier des concertations sanitaires pour la ville de Kinshasa? Parce que, entre guillemets, le dirigeant pense qu'ils ont peut-être la quasi-totalité du savoir et le pouvoir d'aménager la ville ou d'assainir la ville et puis la population va juste applaudir. Non. Pourquoi ne pas passer dans le processus d'enquête publique de demander à la population que devons-nous faire pour rendre notre milieu propre? La première des choses, moi je pense, c'est d'abord de conscientiser la population, responsabiliser la population. Par là, les choses seront faciles. C'est ce que dit l'armée, non? Pour que l'armée puisse gagner, c'est la population qui doit travailler avec l'armée. Mais pourquoi ne pas le faire dans le domaine sanitaire? Pour réussir les programmes, par exemple, Kinezo Bonga, pourquoi d'abord ne pas initier la population? Pas marginaliser la population, utiliser la population comme échantillon. Vous appelez un groupe, vous les dotez de tennis, quelques brouettes, et puis vous allez acclamer. Non, allez dans le ménage, quantifiez le nombre de déchets. Et demander à cette population, que devons-nous faire pour remédier à cette situation? Je pense qu'on aura une situation à un temps record. On aura un temps record. Alors, nous sommes également en train de parler d'ailleurs de cette situation liée à la spoliation des espaces verts dans la capitale. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, M. Joël? Bon, c'est que je vais dire, peut-être que ça peut choquer les gens, mais si je me permets, je peux dire, ok, les gens qui vivent dans la ville de Kinshasa vivent dans une prison à ciel ouvert. Est-ce que vous êtes en train de peser ce que vous dites? Comment pouvez-vous voir une ville
où vous n'avez pas d'espace vert. Vous pouvez Mais il y a faire des autant de espaces- kilomètres. je peux vous citer. Il y a Oui. par exemple le jardin botanique de Kinshasa. Il y a là, à Lansele par exemple. Du côté d'Enzelamaï aussi, nous avons des espaces verts. Bon, je vous précise que Kinshasa a une superficie de 9 9 et quelques kilomètres carrés. La couverture végétale de la ville de Kinshasa a que 16%. 16%. 16%. Sur le 100%. La couverture Nous avons la végétale. commune rurale de Maluku. Nous avons le long du fleuve Congo, vers Mboudi. Et puis vous allez parler de vallée de Lansele, ainsi de suite. 16%. 16%. Mais pourquoi le 16%? Parce que en lieu et place d'avoir C'est peut-être 50. c'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit, nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Comment on peut vivre dans une ville où on ne peut pas faire 1 kilomètre? Donc, on peut faire au-delà même de 10 km, 7 km sans trouver de parc, sans qu'il y ait des espaces verts. Vous avez que des clôtures sur clôtures. Clôture sur Oui, clôture. mais c'est ce qu'on clôture appelle sur l'aménagement clôture. du territoire. Non, disons. non. Là, c'est quel aménagement? Peut-être je vais dire de l'anarchie. Ça, c'est de l'anarchie. Ce n'est pas de l'aménagement. Parce que aménager, c'est organiser l'espace. Exactement. Et organiser l'espace, c'est trouver de l'équilibre. Maintenant, comment on peut dire que la ville est aménagée pendant qu'il n'y a pas l'équilibre entre les humains et la nature? Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas l'équilibre, on ne peut pas dire de l'aménagement dans la ville de Kinshasa parce qu'il n'y a pas de l'équilibre. Nous vivons dans l'anarchie. Nous sommes dans une prison. Je ne vois pas la différence entre une prison et la ville de Kinshasa. J'ai été une fois dans la cité de Inga. Mais si vous allez là-bas, vous n'allez jamais voir de clôture en béton. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a que de fleurs à 1 mètre. Vous avez des villas, la ville est verte. La cité est verte. Et les gens vivent comment? Contrairement à la ville de Kinshasa, où vous avez une ville de plus de 17 millions d'habitants. Deuxième ville la plus dense en Afrique, après le cœur. Mais 16% de la couverture végétale. Imaginez, prenez maintenant la population, 18 millions de la population, on le divise par 16% de la couverture végétale. Vous allez voir qu'on donne même raison, il y a eu des rapports de l'ONU où plus de 20 millions de la population congolaise souffrent de problèmes mentaux. C'est notamment lié parce qu'on n'a pas d'espace vert. Si vous n'avez pas un espace qui vous rafraîchit, un espace qui vous permet de bien réfléchir, un espace qui vous donne de l'oxygène, pire, je pense que vous aurez des problèmes. D'ailleurs, le gouvernement peut-être doit tenir à compte. Si aujourd'hui, les gouvernements permettaient à ce que tout Congolais soit examiné, passer aux thérapies, je pense qu'on aura plus de 20 millions de la population qui auront des problèmes Oh là psychologiques. là, est-ce que Parce que comment on peut vivre dans un milieu urbain où vous avez 16% de la couverture végétale, 16%. Et ces 16%, vous avez la grande partie, c'est dans la commune de Malou. Voilà, la grande partie de la ville, c'est ici. Aujourd'hui, avec le programme King Diamona, nous allons voir ça. 16%, avec 18 millions de la population. Et si l'ONU fait ses rapports, d'ailleurs, j'ai douté, mais quand je me suis renseigné, j'ai dit que l'ONU a raison. Comment? Parce qu'une personne qui dort très tard, parce qu'il fait très chaud, pensez-vous que cette personne aura une bonne santé? Une personne qui dort très tard, parce qu'il fait chaud, va bien travailler la journée. C'est ce qui fait que le matin, les gens se réveillent très fatigués. Parce qu'on produit plus de CO2, moins d'arbres qui produisent plus d'oxygène pour capter plus de CO2. Conséquence, il fait très chaud, des îlots de la chaleur, la fatigue et ça nous rend aussi malades. Imaginez comment nous transpirons chaque nuit parce qu'il fait chaud. Pensez-vous le faire du 1er au 30? Allez-vous avoir des symptômes? Je ne sais pas si c'est quelle maladie, sinon je ne suis pas du domaine, mais c'est vraiment regrettable de voir aujourd'hui la ville de 18 millions d'habitants avec 16% de la couverture végétale. C'est inadmissible. Alors aujourd'hui, inadmissible. Comme vous êtes en train de le dire, c'est inadmissible. Alors aujourd'hui, par exemple, si nous faisons le tour de la capitale, il y a par exemple des endroits où nous savions, à l'époque, il y avait justement des espaces verts. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y avait par exemple les espaces qu'on appelait à l'époque
l'espace quartier 1 Eucalyptus, aujourd'hui qu'on appelle communément Bicali, qui est déjà pollué parce que cet endroit-là n'a plus d'espace, il n'a plus d'arbres comme c'était auparavant. Aujourd'hui, par exemple, si nous partons au niveau du jardin botanique de Kinshasa, là encore, c'est le pire. Cet endroit est devenu l'endroit des cultes pour les évangéliques. Qui fait mal à qui quand vous regardez tout ça? Bon, tout ça remonte à la mauvaise politique provinciale. Là, vous Kinshasa. taxez directement Non, non. l'incompétence Non, non, du moi gouvernement je suis expert dans l'aménagement du territoire. Et là, on voit comment la politique joue un rôle important dans la planification spatiale. Lorsque vous parlez de la politique qui joue un rôle important dans la planification spatiale, ça veut dire quoi concrètement? Je pense, même chez vous, par exemple, est-ce que vous avez déjà été consulté ou interpellé parce que vous avez abattu un arbre sans demander l'autorisation au niveau municipal? Peut-être à l'époque, ça se faisait. Vous avez dit peut-être à l'époque. Peut-être à à l'époque. Ça ne se fait plus. Pourquoi? Cette lâcheté vient d'où? Qui a autorisé? Qui a libéré? Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait même des autorisations pour couper justement des arbres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je posais la question. Dans nos ménages, qui a déjà été convoqué parce qu'il a bâti son manguier, il n'a pas demandé une autorisation? Ça montre l'inexistence politique ou étatique dans ce domaine. C'est comme si les arbres dans le milieu urbain ne représentaient rien. Or, vous avez le ministère qui devait réglementer, qui devait prendre... Là, vous taxez directement le ministère de l'Environnement. Non, nous parlons de la politique. Que ce soit la politique nationale ou la politique provinciale. En citant des ministères, on peut sous-entendre, attendez, par exemple, le ministère de l'Environnement. Je me permets. C'est lui qui gère, par exemple, le jardin botanique. Le jardin zoologique, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Elle fait c'est quoi, une entreprise cette institution publique. Cette institution fait quoi concrètement? Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il fait peut-être dans le milieu rural, dans des provinces comme dans la forêt équatoriale, peut-être là où ils sont plus actifs. Si vous voulez entrer au niveau du jardin botanique, vous devez payer le ticket. Je crois que c'est 2500. Votre appareil photo, c'est 5000 francs. Si vous êtes plus de 100 personnes, là, il y aura une réduction, je crois que c'est 10%. Si vous voulez avoir un partenariat, vous devez écrire à l'UCCR. Alors, qu'on se demande, qui a autorisé aujourd'hui que le culte se fasse matin, midi, soir au niveau du jardin botanique? Là, vous êtes en train de... Attention, vous êtes en train d'être contre la volonté des dieux, parce que tous ces hommes des dieux, lorsque vous leur demanderez, ils vous diront, mais ils sont en train d'œuvrer pour la volonté des dieux. Qui est les responsables de la nature? La nature, qui a créé la nature? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'idée que l'homme est le maître de tout. Non, c'est faux. Pour nous, les naturalistes, l'homme a la même valeur que les animaux, que les végétaux. Qu'il n'y ait pas de dominance. On doit vivre en relation. Donc l'homme et la nature doivent vivre en relation. Mais si l'homme vient de Dieu, mais qui a créé l'arbre? C'est Dieu. Mais comment vous allez, je ne sais pas si c'est maltraité ou cette mauvaise gestion? C'est juste dans la ville de Kinshasa où la population, où les humains ont du mal à cohabiter avec la nature. Uniquement dans la ville de Kinshasa. Kinshasa est une province. Et une province comme toute autre province. Mais chez nous ici, on peut voir un enfant de 10 ans, peut-être il n'a jamais vu un oiseau voler dans la ville de Kinshasa. Du champ spécimen. Hormis ce que nous trouvons dans des poubelles. Mais pourquoi? Parce que nous avons consumé l'espace vert. Et en consumant l'espace vert, nous avons contribué à la disparition de la biodiversité. Qui alors? Qu'on dise comment? Pensez-vous que si vous partez prier au jardin botanique, bon, peut-être dans le cahier de décharge,
cahier de charge plutôt du jardin botanique, ils ont permis ou ils ont primé que les kilts puissent prendre le dessus par rapport aux recherches scientifiques et au milieu, au moment de détente, de loisirs. Justement, vous parlez de loisirs, mais peut-être que l'ICCN en question, cette institution s'est dite, mais écoutez, en termes du tourisme, déjà à Kinshasa et surtout les Congolais, nous n'avons pas cette culture touristique. Pourquoi pas donner la place aux évangéliques de venir entrer, payer leur dû, plutôt payer leurs droits et participer justement au culte, mais à contrepartie, le lieu touristique produit de l'argent. Non. Mais peut-être ça. Comment on peut confirmer que les Kinois ne font pas du tourisme? Il y a ce que nous appelons les tourismes urbains. Faire le urbains. tourisme où précisément? Est-ce qu'il y a des endroits purement touristiques? Heureusement, vous avez parlé où? Pourquoi? Parce que nous avons expollué là où on devait visiter. Et je vous rassure que chaque jour, il y a des gens qui quittent la province de Kinshasa vers la province du Congo central pour le tourisme. Que ce soit Bouela Lodge, que ce soit Mwanda, où j'ai été une fois. Les gens quittent le centre-ville pour aller vers Ntsele, parc de la Ntsele. Ces gens-là vont où? Ils cherchent quoi là-bas? Ils vont aller trouver la nature. Donc, on a besoin d'être en harmonie avec la nature. Vous voyez, un moment, on a besoin d'être seul face à la nature et puis bien réfléchir. Exactement. Même nos décideurs, avant de prendre des décisions, pourquoi ils vont se voir boire la lodge? Est-ce qu'il y a des immeubles là-bas? Non, il y a la nature. Ils vont se mettre dans la nature et mieux prendre les décisions qui pourraient sauver le pays. Pourquoi il ne faut pas être ici, en pleine ville? Parce qu'ils vous diront il y a plus de dérangements dans la ville. Mais qui a rendu cette ville dérangeuse? C'est le même État que vous voulez taxer ainsi. Oui, mais alors, peut-être la question qu'il faut se poser, c'est comment remédier à ça? Parce que nous avons un problème devant nous. Nous vivons déjà un problème. On ne peut pas se résilier à ce problème. Parce qu'il n'y aura pas une solution si on ne pense pas à restituer au moins la moitié de la couverture végétale. Imaginez, 16% sur 18 millions d'habitants. 16% de la couverture végétale. Et aujourd'hui, vous avez des cités qui se construisent au niveau de la commune de Maluku et commune de Lantsele. Je pense, dans les 10 ans à venir, on n'aura plus ces 16%, peut-être on sera dans le 5%. Imaginez maintenant la chaleur dans la ville. Lorsque vous dites ça, est-ce que le gouvernement, plutôt le ministre de l'Environnement, n'est pas au courant de toutes ces révélations que vous êtes en train de faire? D'ailleurs, la professeure Maman Marie Nyangue, nous étions une fois au niveau de Semaine nationale du climat. C'est une dame vertueuse qui connaît très bien ce qu'elle est en train de faire. Malgré que vous êtes en train de dire le mal de l'environnement, mais quand même vous jetez quand même de fleurs. Non. On parle de la personne morale. Le gouvernement, on ne voit pas l'individu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Maman Marie Nyangue. Hier, c'était Madame F. Bazaïba. Donc, on ne peut pas parler. Rien fait du tout. Non, pas rien fait. Il y a eu des réformes à l'interne. Donc, quelles sont les réformes environnementales que nous pouvons toutefois aujourd'hui attester ou se voir et se mettre d'accord que voilà, la ministre F. Bazaïba qui chapeautait l'environnement a laissé. Et puis, qu'est-ce que l'actuelle ministre, Madame Maman Nyangue, a hérité pour se projeter justement à l'avenir de l'environnement en République démocratique du Congo? Quels sont les héritages qu'elles ont laissés justement? Bon, là, je ne pense pas que je serai à mesure je ne me permets pas d'argumenter sur ça parce que les réformes, ça s'est fait par exemple au niveau interne. Il y a des réformes institutionnelles. Donc, le fait que je ne fais pas partie du ministère de l'Environnement, ça serait un peu difficile pour moi, par exemple. Récemment, nous étions avec Maman Marie Nyangue, je crois au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, avant COP30. Il y a un programme en gestation, la forêt c'est nous. Or, avant Maman Bazaïba, il y avait le programme de 1000 arbres au niveau de la commune de Lantsele. Où en sommes-nous avec ce projet? Je ne sais pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons que 16% de la couverture végétale. Parce qu'en regardant ce que vous avez dit, vous craignez à ce que
avec l'allure où les choses évoluent, que nous puissions redresser avec moins de 16% de l'espace vert. Alors que l'ancienne ministre, avait justement mis en place ce fameux projet, mis l'arbre. Mais où en sommes-nous avec ce projet? Mais ce qui est sûr, dans les 10 ans à venir, nous aurons moins de 16% si les gouvernements ne prennent pas au sérieux la disparition des espaces verts dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est évident. Pendant ce temps, il y a la croissance démographique non contrôlée dans la ville. Une croissance démographique non contrôlée. Non contrôlée. J'assume mes mots. Non contrôlée. Vous avez de l'exode rural. Vous avez de la natalité. La croissance naturelle. Où il n'y a pas de réglementation des naissances dans la ville. Alors, cette pression démographique, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il y a une pression démographique, la population aura tendance à habiter n'importe où et n'importe comment. Regardons aujourd'hui ce qui vient de se passer au niveau des Pakadjoum, l'immédiat industriel. Ils ont délogé cette population pour les amener nulle part. Mais ils sont quand même en télé, dit-on. Non, ils sont revenus. C'est ce que vous n'êtes pas informé. Avez-vous les preuves qu'ils sont revenus? Ils sont revenus. Le gouvernement dit que ceux-là qui habitaient Pakadjouma, l'immédiat, ils ont été justement localisés quelque part. Vous êtes contre ce que le gouvernement a fait? C'est faux. Non, ce n'est pas être contre le gouvernement. Je pense que je reste scientifique. Je suis aménageur. Je sais comment planifier une ville. La ville de Kinshasa, d'abord, n'a pas un plan adapté à sa croissance démographique actuelle. Pourquoi ne pas avoir un plan démographique aussi longtemps que nous avons des experts en la matière? Bon, là, peut-être la volonté politique. Il y a des programmes. Il y a ISOSAC. Il y a ISOSAC. Et aujourd'hui, on nous parle de Kinidiamona. Nous avons cité Eden. Tout ça, ce sont de planification. Non, bon, le programme peut-être, il y a un programme national sur l'extension de la ville de Kinshasa. Et c'est qu'il faut savoir que la ville est habitée juste 6%. 6%. 6%. Là, c'est les documents officiels. Avec une superficie de 9 964 km². Zone urbanisée, c'est 600 km². La zone urbanisée sur 9 965 km². C'est 600 km² qui représente 6%. Et vous avez espace ruraux forestier, plus ou moins 90%. Et alors, vous voyez déjà, ça prouve qu'il n'y a pas une planification. Il n'y a pas une planification adaptée. Aujourd'hui, on se dit, la ville est remplie. Or, c'est faux.